Ok. Alors, bonjour à tous et bienvenue donc, au premier webinaire que le pôle organise et qui s'intitule « Réussir l'intégration des salariés dans les services à la personne, fondement du bien vieillir au travail ». Donc, ce webinaire, il fait suite à une action collective qui a été menée par le pôle service à la personne avec une dizaine de structures adhérentes au pôle. Et donc, pour ce webinaire, je serai accompagnée de Juliette Zavaris, donc du cabinet Fraissinet et Associés, et qui a animé donc l'action collective, avec Alice Bernardini, donc consultante au cabinet AEV. Bonjour. Donc, je suis moi-même Fiona Icard, chargée de mission sur les aspects RH et RSE au sein du pôle service à la personne. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc le pôle service à la personne, c'est le réseau des structures de services au domicile de la région PACA et qui regroupe donc des structures de services à la personne qui interviennent auprès d'un public fragile, personnes âgées, personnes handicapées, auprès d'actifs aussi pour des prestations de ménage, bricolage, jardinage et aussi sur des prestations pour la petite enfance et plus largement aussi auprès des structures donc, qui interviennent au domicile et qui font partie du secteur du médico-social tels que des services de soins infirmiers à domicile ou des SAVS, SAMSA, etc. Donc, petite précision aussi technique, puisque c'est la première fois que le pôle organise un webinaire, et j'imagine que pour la plupart d'entre vous, c'est peut-être aussi la première fois que vous assistez au webinaire. Donc, on vous a envoyé par mail ce matin un tutoriel si jamais vous avez des problèmes techniques, en fait, que vous avez des petits soucis dans l'utilisation. Vous pouvez vous référer à ce guide qui est aussi en téléchargement. Vous pouvez également poser des questions grâce à l'onglet questions. Et il y a en fait des documents en téléchargement. Cette présentation-là, PowerPoint, on n'a pas réussi à la mettre en téléchargement puisqu'elle était trop lourde. Cela dit, à la fin du webinaire, elle vous sera envoyée par mail pour que vous puissiez la voir. Voilà, donc je pense qu'on peut commencer le webinaire. Si vous voulez prendre place, donc chaque participant voilà, interviendra chacun son tour. Alors, au programme, donc ce qu'on va voir ce matin, donc on est ensemble jusqu'à 11h, jusqu'à midi, pardon, donc de 11h à midi pour 1 heure. Donc on va vous présenter l'action collective qui a été menée pendant 1 an et demi. Ensuite, le parcours d'intégration, puisque c'était l'objet en fait de cette action collective, le parcours d'intégration modèle qui a été co-construit et les actions envisagées pour l'expérimentation, les résultats de l'expérimentation et ses enseignements, enfin la présentation de l'outil final, donc qui est une trame de parcours d'intégration que vous pouvez télécharger, des témoignages et des retours d'expérience de 3 structures qui ont participé à l'action. Et enfin, il y aura un temps d'échange pour que vous puissiez pour qu'on puisse en fait répondre à vos questions. Donc, si jamais vous avez des questions sur le contenu de la présentation, vous pouvez les poser dans l'onglet questions, là aussi, et on y répondra à la fin. Alors, la présentation donc, de l'action collective. C'est une action qu'on a menée depuis, donc, qui a démarré en fait en janvier 2017 et qui s'est terminée en juin 2018, donc qui a duré à peu près 1 an et demi, et qui était en fait qui s'est déroulée dans le cadre d'un appel à projet sur la prévention de l'usure professionnelle qui avait été lancé par le FACT. Donc le FACT, c'est le Fonds d'amélioration des conditions de travail et qui est porté par l'ANACT, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail. Le pôle service à la personne a choisi de travailler dans le cadre de cet appel à projet sur l'intégration des salariés, puisqu'au fil des actions en fait, qui avaient été menées par le pôle, à la fois sur l'usure professionnelle ou sur les ressources humaines, on s'est aperçu que l'intégration du salarié, en fait, elle était considérée comme une étape fondamentale pour favoriser le bien vieillir au travail, diminuer le turnover précoce, qu'il y a en fait dans les structures d'aide à domicile. Donc l'objectif de l'action collective, ça a été d'expérimenter et de proposer un parcours d'intégration pour les nouveaux entrants qui répondent aux spécificités du secteur, tout ça pour prévenir l'usure professionnelle.
Donc, les objectifs du projet, ça a été dans un premier temps de créer un parcours d'intégration type ou un parcours d'intégration modèle. Ensuite, de l'expérimenter auprès des structures participantes. Donc, on avait 10 adhérents qui ont participé à l'action sur une durée de 6 mois. Et une fois qu'on a lancé l'expérimentation, pouvoir l'évaluer pour en tirer les enseignements nécessaires. Et cette évaluation, elle s'est déroulée donc sur 3 temps. Et ce qui est très important, c'est qu'elle a été menée à la fois auprès des nouveaux entrants, donc des nouveaux collaborateurs, et des structures d'accueil. Alors, l'action collective donc, a été menée par les consultantes qui vous ont été présentées tout à l'heure. Elle s'est déroulée en 2 temps. D'abord, un accompagnement collectif avec l'analyse de l'existant, qu'est-ce qui existait d'abord en termes d'outils et d'actions d'intégration au sein des structures. Et ensuite, il y a eu un temps collectif avec l'ensemble des structures pour co-construire un parcours type ou un parcours modèle. Après, on est passé dans une phase d'accompagnement individuel puisque l'idée de départ, elle était d'expérimenter un parcours type, mais très vite, on s'est rendu compte que chaque structure avait déjà des outils existants, avait ses propres contraintes et qu'il était un peu difficile d'appliquer un modèle pour chaque structure. Donc, les consultantes, elles ont accompagné les structures qui avaient constitué un comité de pilotage, donc composé de l'équipe de direction, de ressources humaines, responsables de secteur, assistantes de planning. Il y avait également donc, des personnels de terrain, les institutions représentatives du personnel. Donc, avec l'ensemble de ces acteurs, elles les ont aidés à formaliser leur propre parcours, tout en s'inspirant du parcours modèle qui avait été établi au départ sur le temps collectif. Ensuite, une fois que ce parcours a été formalisé donc, pour chaque structure, elles l'ont expérimenté et les consultantes sont allées réaliser l'évaluation de cette expérimentation. Et enfin, on arrive à la fin de l'action collective où on est l'étape à laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons compilé donc, les résultats, savoir quels sont les enseignements qu'on peut en tirer de cette expérimentation et que nous vous livrons aujourd'hui à travers ce webinaire et un guide aussi qui sera prêt d'ici quelques semaines et que vous pourrez télécharger ou avoir quand vous viendrez au pôle ou lors des différents événements. Une dernière précision sur l'action collective, sur les participants. Donc, il y avait 10 structures de services à la personne qui étaient adhérentes donc de la région PACA et de taille assez variée puisqu'elles étaient de 19 à 250 ETP. Et on avait 5 associations et 5 entreprises lucratives. 13 nouveaux entrants ont été rencontrés dans le cadre de l'évaluation de l'expérimentation et 37 personnes ont été impliquées donc, dans les comités de pilotage qui avaient été mis en place au sein de chaque structure. Voilà pour l'expérimentation, l'action collective. Et je passe maintenant la parole à Alice qui va vous présenter le parcours d'intégration modèle qui a été co-construit. Rebonjour. Donc effectivement, comme l'a expliqué Fiona, nous avons travaillé en amont donc, sur la modélisation d'un parcours, on va dire d'une trame de parcours, et vous le voyez, il est donc constitué de 3 grandes étapes. Donc la première étape qui est l'étape découverte, qui a été Merci. La première étape donc, qui a été définie et co-construite avec l'ensemble des acteurs, donc, qui est l'étape avant la signature du contrat. Donc effectivement, dans le parcours d'intégration, il a été mûrement réfléchi que cette étape était très importante puisque c'est une étape, malgré le fait que ça soit avant la signature du contrat, les personnes pressenties étaient donc à ce moment-là commencé à participer à cette intégration. Donc, il y a cette partie découverte. Ensuite, vous voyez, après la signature du contrat, 2 phases.
celle d'accueil, puis celle de consolidation. Donc, comme le disait Fiona, nous allons intervenir avec Juliette et Peggy sur cette partie d'expérimentation et sur ces 3 phases. Nous avons, pendant donc le temps collectif avec l'ensemble des acteurs, nous avons travaillé sur la modélisation de ce parcours, mais également sur des outils donc, qui ont pu inspirer après chaque structure. Donc là, vous ne les avez pas, mais vous le verrez plus en détail ultérieurement. Nous avons donc réfléchi à des outils qui pouvaient être utilisés à chaque phase. Nous sommes ensuite repartis, chaque structure et les consultantes, avec donc ce modèle de parcours, et nous sommes allés donc dans les entreprises et dans les structures, donc 3 temps. Premier temps où nous avons donc travaillé sur, comme le disait Fiona, un état des lieux, donc de l'existant. Qu'est-ce que les structures ont en interne comme parcours ou comme outil ou action d'intégration? Nous avons donc fait cet inventaire-là. Nous avons ensuite choisi, avec cette trame, nous avons choisi ensemble donc, le parcours qu'elles souhaitaient expérimenter. Et ensuite, nous avons fait un état des lieux des outils existants et de ceux qu'elles allaient expérimenter donc par la suite. Donc, nous avons choisi, là vous avez donc un exemple de tous les outils qu'ils souhaitaient donc expérimenter. Donc sur le temps de découverte, donc avant la signature du contrat, je ne vais pas vous lire en détail, mais vous aurez accès à la liste. Donc ça peut être très bien des outils purement RH, par exemple de réactualisation de la grille d'entretien de recrutement avec une checklist, mais ça peut être également, par exemple, des actions telles qu'un stage qui ont décidé d'être mises en place et expérimentées. Donc, vous allez sur chaque temps avoir la liste des outils et actions possibles à expérimenter. Donc là, on est sur le temps d'accueil, donc après signature ou convention, et le temps de consolidation, donc après la signature du contrat là aussi, et on avait établi que c'était plus de 6 mois après l'intégration. Suivant donc cette modélisation de parcours et de ces différents temps, nous avons donc choisi les outils, et quand on est allé, une fois, on va dire, le parcours écrit, formalisé et choisi, nous sommes retournés donc à chaque étape avec un outil. Un outil que vous allez donc, qui nous a permis de faire ce résultat d'expérimentation, qui était donc l'évaluation embarquée. Cette grille d'évaluation embarquée, nous l'avons utilisée donc, comme le disait Fiona, lors de ces 3 temps, mais surtout avec aussi bien les personnes nouvellement intégrées qu'avec les structures d'accueil. Donc, on a construit cette grille d'évaluation qu'on a utilisée, donc la même grille sur les 3 temps, avec les mêmes intervenants, c'est-à-dire structure d'accueil et nouvel entrant. Ce qui nous a permis finalement de comparer les résultats à des moments différents, avec le même support, mais de comparer également la perception de la structure et du nouvel entrant. Nous avons construit cette grille d'évaluation suivant la revue de littérature qu'on avait finalement consultée, et nous avons créé également cette grille d'évaluation embarquée par des hypothèses de départ. Donc ces hypothèses, on est parti du principe que l'appartenance à un groupe contribue à un sentiment d'intégration. Donc en effet, plus la nouvelle entrante ou le nouvel entrant se sent appartenir à une équipe ou à la structure, forcément, le sentiment d'intégration est plus fort. Ce sont des hypothèses de départ, je précise bien. La projection dans la structure également et dans le métier est favorisée par ce parcours d'intégration. Mais au-delà de la mise en place d'un parcours d'intégration, on part du postulat également que avoir conscience d'être dans un parcours favorise effectivement l'inscription dans la durée. Donc, il ne suffit pas de mettre en place un parcours d'intégration, mais bien que la nouvelle entrante ou le nouvel entrant ait conscience qu'il fasse partie d'un parcours d'intégration.
qu'il ait aussi une connaissance des valeurs, de la stratégie, de la structure, pour développer ce sentiment d'appartenance. Également qu'il identifie l'environnement, c'est-à-dire ses collègues, sa hiérarchie, pas uniquement les personnes avec qui il travaille au quotidien, comme les usagers ou les bénéficiaires qui sont ses clients, mais l'identification vraiment de ses collègues hiérarchie et acteurs du siège, tout ce qui est fonction support. L'appropriation des éléments internes également, donc tout ce qui est fiche de poste, règlement intérieur, contribue à poser le cadre d'intervention et ses limites. Bien évidemment, la prise en compte et la connaissance des risques professionnels, donc les règles d'hygiène, de sécurité, de conditions de travail, forcément conditionnent finalement l'intégration et limite le risque d'usure professionnelle. Donc, cette grille d'évaluation embarquée a permis tout au long de l'expérimentation, donc sur ces 3 temps, de recueillir ces informations et d'évaluer finalement, plus que l'intégration, le parcours d'intégration, parce que c'était bien l'objectif, c'était d'évaluer le parcours d'intégration expérimenté. Je passe la main à Juliette. Pour les résultats. Donc, je vais vous présenter rapidement les résultats, donc quantitatifs, qualitatifs, en tout cas les facteurs clés de réussite de l'intégration, de la période d'intégration, et aussi les points de vigilance. Donc, c'est ce qu'on a en tout cas compilé et analysé et capitalisé pour vous suite à cette action. Donc, au niveau quantitatif, purement, vous pouvez voir qu'effectivement, 100% des structures et des nouveaux entrants déclarent connaître les risques professionnels. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose de positif. Après, l'intérêt est de voir le détail. Donc, oui, on connaît les risques professionnels. Par contre, les risques professionnels liés au métier sont peut-être à creuser au cours de la période d'intégration. L'autre point très intéressant qu'on a pu remarquer, c'est la multiplication par 2 au cours de la période d'intégration sur la connaissance et la stratégie de l'entreprise entre la phase d'accueil et la phase de consolidation. C'est-à-dire qu'effectivement, on commence par un tout petit pourcentage sur est-ce que vous connaissez l'entreprise, ses valeurs, ses stratégies, son orientation. C'est vrai qu'il y a des très faibles pourcentages. Et par contre, au niveau de la consolidation, on voit une multiplication par 2. Ce qui est intéressant aussi, c'est toujours de lire les chiffres en inversé. C'est que vous allez pouvoir voir 26%, c'est-à-dire que le delta restant, c'est ceux qui ne connaissent pas l'histoire et la stratégie et l'orientation de l'entreprise. Et à la phase de consolidation, on reste avec un faible pourcentage quand même de 50%. Donc, chaque pourcentage est intéressant à lire dans les deux sens. 90% des salariés se sentent intégrés dans la structure. Donc, en tout cas, l'ensemble des nouveaux entrants que nous avons vus sur les parcours expérimentaux, c'est-à-dire des parcours encadrés et qui ont été favorisés par la structure d'accueil, effectivement, à la fin, 90% se sentent intégrés. 60% se déclarent intégrés dans une équipe. On tient à préciser que ce pourcentage, qu'on leur a demandé spontanément pour vous, l'équipe, c'est qui? L'équipe, c'est le bureau. Donc, effectivement, voilà, on se sent intégré dans l'équipe par rapport au lien qu'on a avec l'administratif et donc le bureau. 40% ont identifié qu'ils étaient dans un parcours d'intégration. Donc, à la fois 40% c'est bien et à la fois 60% n'identifient pas qu'ils sont dans un parcours d'intégration et à la fois c'est peu. Résultats quantitatifs, les écarts de perception notables qu'on a pu voir, effectivement, entre les structures, donc vous voyez comment est présenté, vous avez l'écart de perception sur 2 thématiques, entre ce que les structures pensent et ce que les nouveaux entrants pensent. Alors, les 2 items, c'est la connaissance des collègues de la hiérarchie et du siège. Donc, 80% des structures pensent que effectivement les nouveaux entrants sont au courant, connaissent leurs collègues, connaissent la hiérarchie, alors que les nouveaux entrants, c'est 30%. Donc, il y a un vrai delta et ça augure des perspectives d'amélioration pour chaque structure du service à la personne sur comment je communique sur la connaissance des membres qui composent ma structure.
La connaissance des éléments internes. Alors effectivement, la plupart des structures qu'on a rencontrées, oui, c'est fait. Nous leur avons donné l'ensemble des documents. Tout a été donné au démarrage, en tout cas au premier rendez-vous. Et donc, quand on demande effectivement, est-ce que vous les connaissez, les éléments, les structures sont à 100%. Par contre, les nouveaux entrants vont chuter à 60%, puisqu'il y a une perte de compréhension des documents qui sont remis. Je pense que vous êtes tous conscients de cette situation, vu la quantité de documents qui sont parfois donnés au premier rendez-vous. Alors, ce qu'on a, les enseignements qu'on a tirés de cette expérimentation, donc d'un point de vue vraiment qualitatif, je vais commencer par les facteurs clés de réussite. On a vu une vraie différence entre les nouveaux entrants sur leur durée, en tout cas dans les structures et dans leur intégration dans le métier, c'est la formation. Donc, former préalablement à l'embauche, soit par le biais de la FPR ou les POE. Donc, effectivement, la formation permet de découvrir le métier, de prendre connaissance des acteurs, de la structure, des contraintes et de développer ses compétences avant d'être en permanence dans l'entreprise. Et permet effectivement d'acquérir les bons gestes, d'avoir du temps d'en discuter surtout, de ne pas attaquer directement auprès d'une prestation. Donc, quelques verbatims qu'on vous a mis, que vous pourrez voir. Donc, les stages en amont m'ont bien préparé. J'étais rassurée d'être présentée à l'usager. Effectivement, c'est un temps qui conditionne une très bonne intégration. Ce qui nous a paru intéressant aussi, c'est de voir la différence sur le profil des nouveaux entrants. Alors, le profil des nouveaux entrants, il y avait à la fois des juniors, donc des juniors qui ne connaissent pas le métier du service à la personne, et des seniors qui ont beaucoup d'expérience. Et on a vu une vraie différence sur leur perception, justement, sur cette fameuse grille d'évaluation embarquée. Et on émet l'hypothèse qu'effectivement, on peut avoir un parcours d'intégration différencié en fonction du profil junior-senior. Le profil junior va être très sensible à la professionnalisation, à sa propre professionnalisation, c'est-à-dire le métier, les compétences clés, que ce soit relationnelles, techniques. C'est une vraie demande de s'affûter, on va dire, au niveau professionnel. Et à vérifier, effectivement, comme vous le voyez dans le texte, que le métier correspond à ses attentes. Et on voit une très forte démobilisation potentielle justement sur ces profils-là, si la structure ne met pas d'accent fort sur l'axe professionnalisation. Le profil senior, lui, connaît le métier. Donc, pour lui, ça va être beaucoup plus facile, son intégration technique et ses repères, puisqu'il connaît cet environnement. Par contre, où il va être plus sensible, le senior, ça va être sur la marque employeur. Donc, c'est-à-dire sur l'identité de la structure. On peut effectivement penser que ce n'est pas utile de parler de l'identité de la structure ou de dire on le fera après si elle reste. Mais non, c'est vraiment un gage d'engagement. C'est-à-dire, voilà, vous êtes de nombreuses structures à avoir des valeurs fortes, des historiques aussi et des vraies volontés, en tout cas, de travailler de certaines manières, etc. Et ce qu'on appelle la marque employeur. Donc ça, c'est fort et c'est vraiment un élément qu'on pense intéressant d'accentuer pour le profil senior. Pour le profil junior aussi, mais en tout cas, voilà, il y a des degrés d'importance tout au long du parcours d'intégration. Donc, à réfléchir si, justement, peut-être à différencier en fonction de votre nouvel entrant. Un autre facteur clé de réussite, c'est le management à distance. Alors, effectivement, c'est un mot technique. Je pense que le service à la personne, on l'aura tous remarqué à travers l'expérimentation, c'est un vrai levier de professionnalisation pour les encadrants. C'est un management qui se fait dans d'autres secteurs d'activité, l'industrie, des managements dans d'autres pays. Et effectivement, le lien encadrement-intervenant est quelque chose de très, très important pendant la période d'intégration. C'est vraiment ce qui va maintenir la personne à son poste, qui va vouloir rester dans cette entreprise, parce que ce lien, c'est vraiment vecteur anticiper le turnover précoce, comme on le connaît bien dans le secteur. Et le management à distance, ça peut être beaucoup d'outils ou rien que des petits points de rappel, de passer un coup de téléphone et la période d'intégration, nous,
on l'a encadré, vous verrez le modèle, il est sur 1 an. Donc, ça peut paraître long, mais effectivement, on peut envisager un management un peu serré, un management à distance un peu serré au démarrage et après un peu relâché. Mais quand même, toujours garder une sorte de régularité et de lien par l'encadrement. Donc, l'encadrant de proximité, comme vous le voyez dans le texte, assistant de planning, responsable de secteur, coordinateur, sont des pivots de cette intégration. Soutien, prévention, équilibre vie pro, vie perso. Ça va être vraiment sur ces terrains-là qu'il va pouvoir faire le lien. Et bien sûr, comme vous voyez, fidéliser et réduire l'isolement, la perception d'isolement des intervenantes, que certains peuvent mal vivre ou d'autres très bien vivre. C'est vrai que ça dépend des profils qu'on a. Donc, vous voyez le verbatim. On va passer au point de vigilance. Alors, on a parlé justement du management à distance. Forcément, le lien va être la bonne santé des encadrants. On a vu une disparité de prise en compte de la période d'intégration, de respect de celle-ci ou d'investissement en fonction de la santé des encadrants. Donc, si effectivement, on dit que si eux-mêmes sont dans l'usure professionnelle, la période d'intégration va être un peu en plus, une charge supplémentaire, quelque chose à penser. Et donc, on va perdre un peu le sens. Et c'est vrai qu'on a vu une vraie différence entre des encadrants qui étaient essoufflés à des encadrants qui ne l'étaient pas, et une différence sur la période et la qualité de la période d'intégration. Donc, c'est vrai que si eux sont les pivots, peut-être avoir vraiment un travail à leur niveau pour comprendre cette période-là. Voilà, sur ce qui est expliqué dans le texte, les périodes chargées, les priorités, elles venaient bousculer la tenue de cette période. Ça passe en second. Une autre vigilance, c'est en général, sur l'ensemble du secteur, on a été d'accord de se dire qu'il y a un peu une perte de motivation, autant de la part des structures et du salarié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une relation donnant-donnant. Il y a eu beaucoup de... Autant les salariés se sont essoufflés à trouver une structure qui était raccord avec leurs valeurs, avec leur fonctionnement, et autant les structures s'essoufflent énormément à recruter. Il y a beaucoup de déceptions sur des recrutements, du turnover, des gens qui partent, de l'investissement. Donc tout ça vient un peu peser sur, on va dire, sur le système du service à la personne. Et quelque part, aujourd'hui, il y a beaucoup de méfiance qui s'est installée entre les deux parties. Donc, effectivement, ça demande une remobilisation. Je pense que les structures doivent y croire, doivent axer sur leur marque employeur et rien lâcher sur l'investissement, puisque si vous voulez, c'est un peu le chat qui se mord la queue, si je peux me permettre l'expression. C'est que si les structures sont méfiantes, les salariés aussi, et effectivement, on ne va pas être dans une spirale, on va dire, positive. Donc, en tout cas, la conclusion, effectivement, sur la période d'intégration au service de la prévention de l'usure professionnelle, ce qui était le postulat de base, oui, 1000 fois oui. Une intégration réussie favorise l'engagement du salarié. L'engagement est vecteur de santé, le positif au travail, aimer son métier, venir travailler. Donc, effectivement, une bonne intégration va favoriser naturellement un bien vieillir et une bonne santé au travail, avec un bon contexte. Effectivement, oui, le fait de faire une intégration où on va avoir des temps de formation, des temps de tutorat, des explications, va favoriser la prévention des risques professionnels, c'est-à-dire adopter les bons gestes, autant techniques que de l'ordre du risque psychosocial, c'est-à-dire la relation au collectif, interpeller si problème avec le bénéficiaire, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment dans la période d'intégration qu'on ancre ce point-là. Par contre, avant tout, ce qu'on a remarqué sur donc l'ensemble des structures, oui, la période d'intégration va prévenir l'usure professionnelle, mais avant tout, la solidité RH de la structure va permettre cette période d'intégration et cette prévention d'usure professionnelle. Tout ce qui est, on a vu effectivement des difficultés de mettre en place ces périodes d'intégration. Les vrais freins dans les structures étaient d'ordre RH. Donc de structuration RH, de modèle organisationnel en place, de marque employeur, de vraiment maîtriser ce sujet-là et pouvoir le mettre en place. Et ça freine donc la mise en place de cette période.
Donc, j'ai fini ma partie sur les résultats, en tout cas. Je vais redonner la parole donc à Fiona sur les idées d'amélioration proposées donc, par les structures, pour que vous ayez un peu des exemples de ce qui s'est passé. Voilà, merci beaucoup. Alors, donc du coup, après l'évaluation et de cette expérimentation, les structures comme les nouveaux entrants ont émis des idées d'amélioration qu'on pouvait donc mettre en place sur les parcours d'intégration. Donc ces idées d'amélioration, on vous les a compilées pour que vous puissiez vous en inspirer si vous souhaitez mettre en place un parcours d'intégration. Et ce qui nous semblait important, c'était de vous les classer par enjeux en fait, qui sont liés aux périodes d'intégration. C'est-à-dire à un moment donné, pourquoi est-ce que je mets en place cette action? Je mets en place cette action parce que ça va me permettre de. Alors, pour exemple, il y a des actions qui vont permettre, notamment dans la période d'accueil, de mesurer l'adaptabilité du candidat au profil de poste et de valoriser aussi la structure et la marque employeur. Donc, par exemple, les propositions qui ont été émises, c'est de commencer le parcours d'intégration par une préparation opérationnelle à l'emploi ou développer les stages et les AFPR. Voilà, donc je ne vais pas à chaque fois toutes vous les lire parce que vous les avez à disposition et que vous pourrez les retrouver. Mais ce qui est important, c'est d'avoir en tête qu'il y a des actions à mettre en place et dans quel objectif on met en place ces actions-là. Alors ensuite, un autre enjeu du parcours d'intégration, c'est de développer le sentiment d'appartenance et l'esprit d'équipe. Donc là aussi, pour arriver à ce but, on a plusieurs propositions. Organiser des temps d'échange entre les intervenants d'un même bénéficiaire, parce que ça permet aussi de se rendre compte qu'on fait partie d'une équipe. Créer des référents à contacter par téléphone, voilà, et d'autres propositions. Ensuite, il y a un enjeu donc pour favoriser la montée en compétences et suivre et encadrer le parcours professionnel. Donc là encore, plusieurs propositions qui ont été émises après expérimentation. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça, hein, c'est juste les idées qui viennent des structures et des nouveaux entrants que vous avez à disposition. Et enfin, connaître les éléments internes de la structure. Donc ça peut passer par favoriser des temps d'échange, par exemple sur les protocoles d'intervention, plutôt que et réduire en fait le temps passé sur la partie administrative. Voilà. Donc ça c'est, si vous voulez, des idées d'action qu'on peut mettre en place. Comme on vous a présenté au début les actions que les structures avaient listées donc pour chaque période, les actions qu'elles souhaitaient expérimenter. Là, vous avez d'autres propositions qui sont cette fois classées par enjeu objectif à atteindre. Donc, pour terminer sur la finalisation, le résultat final de cette expérimentation, ce qu'on en retient, c'est que l'important, c'est de créer un parcours d'intégration. Finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de parcours modèle, qu'il n'y avait pas de parcours idéal, mais ce qui est important, c'est que chaque structure formalise son parcours et s'y tienne. Et pour ça, ce qu'on vous propose, c'est une trame de parcours d'intégration, donc qui est divisée en 3 périodes. Donc, c'est les 3 périodes qui ont été identifiées donc, par les structures. La période découverte, celle qui arrive avant la signature du contrat, où là, l'enjeu principal, c'est de mesurer l'adaptabilité du candidat au profil de poste et de valoriser la structure. Et ensuite, la période d'accueil, la période de consolidation, avec, là aussi, on a répertorié les enjeux donc, liés à l'intégration. Et l'idée, c'est que vous puissiez vous saisir de cette trame, que vous puissiez inscrire les actions qui vous semblent pertinentes pour votre structure, les actions ou les outils que vous souhaitez utiliser, et que vous le définissiez aussi de manière collective. Ce qui est intéressant donc, dans la formalisation du parcours, c'est aussi de pouvoir le présenter au nouvel entrant
pour qu'il ait conscience des étapes qui sont à venir pour lui et de son parcours en fait au sein de la structure. Donc cette trame, elle est en téléchargement, donc là elle est en fichier PDF, donc vous pouvez la télécharger, rentrer le nom de votre structure ou de votre agence ou de votre secteur et remplir voilà, les outils que vous avez décidé de mettre pour chaque période. Et pour finaliser le retour en fait d'expérience donc sur cette action collective, ce qu'on vous propose, c'est de vous faire part des témoignages et des retours d'expérience de trois structures qui ont participé à l'action pour illustrer en fait ce qu'elles ont vécu, rendre un peu plus concret la manière dont l'action s'est déroulée et aussi vous donner quelques pistes pour vous lancer aussi dans cette démarche à votre tour et que ça vous donne envie de formaliser aussi à votre tour votre parcours d'intégration. Donc, on leur a demandé au départ donc pourquoi est-ce qu'ils se sont lancés dans l'action collective et quelles étaient leurs motivations de départ. Alors, pour la DAFMI, la motivation, c'était de pouvoir agir sur l'usure professionnelle à travers un système d'intégration qui soit adaptable au secteur d'activité, parce qu'ils avaient déjà fait quelques tentatives pour mettre des parcours d'intégration en place, mais c'était jamais adéquat en fait, ça collait pas avec les spécificités du secteur. Et le fait d'avoir travaillé ce parcours aussi en collectif et de mutualiser les idées sur un parcours d'intégration idéal avec des structures qui sont identiques leur a permis en fait d'adapter, de créer leur propre parcours. Pour la structure, donc l'association ABCD Saint-Joseph, ils sont partis du constat que eux, les salariés sont généralement des demandeurs d'emploi précaires et qu'ils souhaitaient être suffisamment clairs sur leur politique de recrutement et de fidélisation pour éviter des départs précoces. Et enfin, Varcef est parti plutôt d'une décision stratégique sur le développement de leurs services, où ils se sont dit non, finalement, on ne va pas développer nos services par l'augmentation de l'activité qui finalement arrive d'elle-même, mais on va se focaliser sur les compétences qu'on va arriver à acquérir et surtout à conserver. Ensuite, on leur a demandé ce qui a évolué entre le début de l'expérimentation et la fin de l'expérimentation. Alors tous, déjà dans un premier temps, ont répondu ce qui a changé, c'est qu'on a formalisé un parcours. C'est-à-dire que tout le monde avait des outils, tout le monde faisait des choses, sans pour autant que le parcours soit formel, formalisé, identifié. Et donc, ça leur a permis déjà de poser les choses et de réviser leurs outils. Ensuite, donc, ABCD nous dit que les rendez-vous qui étaient auparavant informels sont devenus plus formels et les appels sont devenus plus importants. Varcef nous dit qu'ils ont un petit peu moins de turnover, sauf l'été, évidemment, comme tout le monde. Mais plus particulièrement, un chiffre qui nous semble intéressant, c'est qu'ils ont constaté qu'il y avait 40% en moins de rupture de période d'essai à l'initiative du salarié à la suite de cette expérimentation. Donc cette expérimentation aussi avait permis de créer du lien entre les nouveaux entrants, notamment parce qu'ils avaient mis en place des temps de rencontre en fait, avec les nouveaux arrivants, et que ce lien en fait perdurait puisque les salariés s'échangeaient les numéros de téléphone, avaient des contacts via les réseaux sociaux, et donc ça avait eu cet effet positif. Et la DAFMI, pour eux, ce qui a été important, c'est que les équipes en fait, ont pris conscience de l'importance de la période d'intégration. Et à partir du moment où on en a conscience, et bien forcément, on peut appliquer et mettre en place cette procédure qui a été établie. Ensuite, donc là, ça vous regarde directement puisqu'on leur a demandé qu'est-ce que vous auriez envie de faire partager avec les autres structures, qu'est-ce que vous auriez envie de leur conseiller. Donc, ADAFMI nous dit que ce qui conseillerait, en fait, c'est simplement de mettre en place un parcours d'intégration
et que le fait de mettre en place ce parcours permet d'ouvrir un dialogue avec le salarié et aussi permet en fait au nouvel entrant de se poser des questions sur son poste, la structure, sur sa mission, et préciser aussi que le nouvel entrant en fait à la DAFMI avait disposé en fait d'un schéma sur le parcours d'intégration qui vous permet également, enfin de manière un peu plus importante, d'avoir conscience du parcours dans lequel il est intégré. Pour Varcef, lui, ce qu'il conseillerait, c'est de s'interroger d'abord sur le turnover, puisque ça, en gros, ce serait le point de départ, et de comparer le taux de turnover en fonction de l'ancienneté des salariés. Est-ce que, voilà, quel est le taux au bout d'un mois d'ancienneté, au bout de 3 mois, au bout de 6, au bout d'un an, et après au bout de 3-4 mois. Et on se rend compte que les taux, évidemment, varient. Au plus l'ancienneté est récente, au plus le taux de turnover va être élevé. Une fois que les choses sont posées, les taux sont posés, il faut ensuite entamer un travail collaboratif, donc ce qui a été fait en fait au sein des COPIL durant l'action collective, où on rassemble des profils en fait des salariés différents qui permettent de croiser les points de vue et de faire émerger de nouvelles idées pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place face à ce turnover. Et ABCD, ce qu'ils ont envie de faire partager, c'est qu'ils ont pris conscience, en fait, grâce à cette action collective, de la somme d'informations qui étaient livrées aux nouveaux entrants dès les premiers contacts et qui ne permettaient pas, en fait, d'assimiler les informations qu'ils souhaitaient transmettre. Et donc, il faudrait plutôt multiplier les rencontres au démarrage pour revenir aux points essentiels qui, en fait, ont été survolés. Et la dernière question qu'on leur a posée, c'était quel est le lien qu'ils font entre le parcours d'intégration et la prévention de l'usure professionnelle. Donc, tous, en fait, ont abordé leurs réponses sur deux thèmes principaux. D'abord, les gestes et postures, les gestes adaptés. Et donc, les 3 structures sont d'accord pour dire que si on ne le fait pas dès le démarrage, si on ne forme pas au démarrage ou qu'on n'apprend pas les bons gestes, il y a un risque donc que les mauvais gestes se reproduisent et c'est ensuite compliqué pour les modifier. Et dans un deuxième temps, c'est comment on aborde les risques psychosociaux et comment on fait de la prévention sur les risques psychosociaux. Et en fait, ça peut se faire dès le démarrage, en fait, dès le recrutement. Donc, ABCD Saint-Joseph dit que la manière dont ils l'abordent, c'est au moment de la mise en place, donc dès que le salarié se retrouve chez un nouveau bénéficiaire, la première intervention, elle se fait en binôme en fait avec le siège, avec le personnel administratif, où ils vont le salarié et le siège vont identifier ensemble les difficultés qui peuvent être rencontrées et comment est-ce qu'on peut les aborder. Pour Varcef, nous dit que il y a moins de risques d'être exposé aux risques psychosociaux si on se sent faire partie d'une équipe avec des collègues et des valeurs identifiées. Et enfin, DAFMI nous précise que quelqu'un qui n'est pas bien intégré va forcément avoir des incompréhensions qui vont faire que la personne va appréhender son poste différemment. Donc, notamment, elle va appréhender donc sa mission, la mission de la structure, les manières d'accéder à l'information de manière différente et va rencontrer des difficultés plus importantes qu'un salarié qui a été bien intégré. Donc, voilà pour le retour d'expérience des structures, en espérant que cela vous donne envie de vous lancer dans la démarche à votre tour. Et on va passer maintenant aux questions, en fait, répondre à vos questions qui ont été posées durant notre présentation. Donc, Juliette et Alice, je vais bien revenir. Ok, donc ce qu'on va faire, on va lire les questions qui ont été posées et puis on va essayer d'y répondre. Donc, vos hypothèses de départ, comment ont-elles été définies?
des bases théoriques à partir de l'expertise, point d'interrogation, ou ont-elles été validées ou infirmées? Donc, oui, on vous rassure, les hypothèses ont été travaillées, hein, comme je vous le disais un peu plus tôt. Nous avons beaucoup lu et on s'est inspiré tout simplement d'experts. Donc, on a une revue de littérature, on pourra vous faire parvenir, si vous voulez, quelques sources. Donc, oui, suite donc, à tout simplement la consultation de documents effectués par des experts, donc aussi pour des bases théoriques, hein, on est parti sur l'expertise. Puis, on a une double expertise puisque le cabinet donc AEV a une intervention depuis plus de 10 ans sur ce sujet, c'est-à-dire sur les parcours d'intégration et donc l'importance, tous les critères, les items importants des parcours d'intégration. Vous demandez également est-ce que ces hypothèses ont été validées ou infirmées. Donc, si je reprends l'ensemble des hypothèses, donc l'appartenance à un groupe contribue au sentiment d'intégration, donc qui était la première hypothèse. Jusqu'à présent, on va dire que c'était effectivement une hypothèse presque qu'on aurait pu naturellement, on va dire, confirmer. On s'est quand même aperçu que suivant les générations, notamment la génération Y qui arrive sur le marché, on s'aperçoit que c'est plus une évidence, mais l'échantillon n'étant pas non plus très important, on n'a pas pu infirmer ou valider. Donc à aujourd'hui, sur, on va dire, les nouveaux entrants que vous avez majoritairement, c'est encore une hypothèse qui est confirmée, mais point de vigilance avec la nouvelle génération arrivante. Tout ce qui est projection dans la structure, donc là, et la conscience d'être dans un parcours d'intégration, et tous les items que j'ai pu vous dire tout à l'heure. Donc oui, hein, ça a bien été validé lors de l'expérimentation. Tous ces points sont importants pour se sentir intégré et donc favorisé par rapport à l'usure professionnelle voilà, qui risquerait d'en découler sans ce parcours. Deuxième question. Oui, alors du coup, la deuxième question, elle traite des écarts de perception. Donc, les écarts de perception structure vs entrant, la différence tient-elle aux démarches différentes des deux parties? La structure se base sur un certain formalisme, document à remettre, alors que l'entrant va s'exprimer sur ce qu'il a retenu, compris in fine. Alors oui, effectivement, j'aime beaucoup cette remarque parce qu'effectivement, la structure va être dans son objectif juridique, on va dire, cadre légal et obligatoire, de remettre les documents. Donc oui, la structure est, on va dire, formatée sur ce formalisme-là. Alors que complètement à l'inverse, l'entrant, lui, va vouloir le comprendre. Donc, il y a une contradiction qui s'affiche ici et qui a été effectivement vue par les pourcentages et les écarts. Et cet écart est dû à exactement ce que la personne là a posé. Et c'est même pas une question, moi je dirais que c'est même une affirmation. Donc, les structures aujourd'hui peuvent se poser la question en disant oui, j'ai répondu à mon formalisme et le cadre légal. Par contre, qu'est-ce que je mets en place pour la compréhension ? Pour justement, tout au long, avoir des temps de digestion, de compréhension sur ce qui a été remis. Ok. Alors, il y a une deuxième question aussi sur les facteurs clés de réussite. Pour les profils seniors, la formation reste-t-elle un élément sensible quand même? Et l'ordre de préférence des deux, junior-senior, est-il inversé? Alors, la formation reste un élément sensible. En tout cas, je dirais qu'il y a un ordre de priorité clair qui est issu de l'expérimentation. La formation dite technique de métier va vraiment être prioritaire sur le profil junior. Ça, c'est très important. Puisqu'il va avoir besoin de se projeter, de pas être en difficulté, de ne pas savoir faire les bons gestes, surtout qu'il est donc seul au domicile, donc c'est d'autant plus important. Donc on reste sur notre priorité à la formation métier sur le junior, puisque le senior, qu'on dit junior senior, c'est le temps d'expérience dans le métier, hein.
Donc, un senior, normalement, il a acquis des techniques tout au long de son parcours. Et lui, il va être plus sensible à qu'est-ce que je vais trouver dans cette entreprise qui va me permettre de déployer mon savoir-faire et de me sentir intégré dans un groupe. Alors, si je lis bien, l'ordre de préférence des deux junior-senior est-il inversé? Non, il reste bien formation métier au démarrage sur le junior, si j'ai bien compris. Hein, vous me dites. Et senior, ça va être beaucoup plus de la relation, de l'accompagnement, de la transmission des valeurs, de la stratégie, de l'historique, etc., etc. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut aider les encadrants vu leur rôle pivot dans le parcours? Donc, on pourrait faire tout un sujet là-dessus. Une autre action. Une autre action. Là, ce qui nous vient, effectivement, c'est déjà le management, c'est-à-dire l'accompagnement de ses propres encadrants par leur N+1. C'est déjà une aide et un outil. Après, là aussi, la formation, l'accompagnement de ces personnes pour qu'elles ne se sentent pas elles-mêmes isolées dans l'accompagnement des nouveaux entrants. Voilà. Donc après, il y aurait d'autres, si vous avez d'autres outils et d'autres idées, elles sont les bienvenues. En tout cas, une forte sensibilisation sur la période d'intégration nous semble intéressant. C'est-à-dire que là, par exemple, l'ensemble des documents qui vont être produits par le pôle service à la personne peut être déjà un élément de sensibilisation auprès de ces encadrants, de prendre un temps en disant, voilà, effectivement, il y a des bases théoriques dessus. Voilà pourquoi la période d'intégration, c'est très important. Voilà ton rôle dedans. Et ça, c'est comme une sensibilisation qu'on peut faire sur un risque professionnel ou une autre sensibilisation, en tout cas. Préparer les encadrants à finalement intégrer les nouveaux entrants. Et effectivement, la plupart du temps, les nouveaux entrants, si on manque d'accompagnement par ces encadrants, c'est que ces encadrants, ils sont eux-mêmes dans l'action et dans l'opérationnalité qui ne leur permettent pas de s'attarder et prendre le temps avec les nouveaux entrants. Et enfin, il y avait une question donc, sur la perte de motivation. Est-ce qu'il n'y a pas un effet échantillon? Alors, si on a bien compris la question, donc effectivement, on a un échantillon qui est un échantillon, hein, donc on peut effectivement faible ou pas faible, en tout cas ça reste une étude de fait sur un périmètre. Je couplerai sur la perte de motivation. Effectivement, nous, on l'a vu dans les échanges et dans ce qui s'est dit dans toutes les personnes qu'on a rencontrées, donc qui fait à peu près une cinquantaine de personnes. Après, effectivement, on a eu un comité de pilotage où il y avait des professionnels, des institutionnels, il y avait nous, nos expertises avec les cabinets et notre connaissance du secteur. Moi, personnellement, je travaille sur le secteur depuis 10 ans et Alice aussi, et Peggy Claire, qui était l'autre consultante également. Tout ça croisé, effectivement, à un moment, on s'est retourné, on s'est dit, mais c'est pas très positif cette période. Pourquoi il y a tant de freins? Pourquoi est-ce qu'il y a tout ça? Et c'est comme ça qu'on l'a traduit sur la perte de motivation. Donc, tout échantillon reste un échantillon. Ça, effectivement, si c'est le sens de la question. Mais en tout cas, en ayant énormément discuté avec ce comité de pilotage, les structures, on sent un peu cette période-là plutôt tendre vers une spirale pas si dynamique que ça, quoi. Enfin, très donnant-donnant et non plus gagnant-gagnant, comme ça les formule. Ouais. Tu veux rajouter Non, mais c'est vrai que nous, c'est ce qu'on constate. Alors, on est plutôt en lien, là, pas avec les nouveaux entrants, mais avec les directions des structures. Et c'est vrai qu'on sent une perte de motivation, des fois, des structures à s'investir. On entend souvent le discours, oui, mais de toute façon, la personne, elle s'en va au bout de 2 semaines, au bout de 3 semaines, au bout d'un mois, des fois, elle ne vient même pas. Et c'est vrai qu'on se dit, est-ce que finalement, c'est une fatalité, donc de toute façon, les personnes ne restent pas parce qu'elles ne sont pas attirées par le métier, ou est-ce que finalement, on n'a quand même vraiment pas quelque chose à faire dès le début, au moment où on a présenté la structure, au moment où on a présenté le métier? Est-ce que, voilà, comme tu disais, il y a le serpent qui se mord la queue, et
Et nous, c'est quelque chose en tout cas, on a ce sentiment-là qui revient vis-à-vis des structures et on se dit que c'est peut-être pas qu'une fatalité au final parce qu'on se rend compte quand on a eu le sentiment, en fait, le point de vue des nouveaux entrants, que eux ne se sont pas sentis forcément, pas, je ne saurais pas dire intégrés, mais que la manière dont les choses sont présentées, il pourrait y avoir des points d'amélioration quand même. Pour illustrer en termes de verbatim, effectivement, j'ai eu des structures qui ont dit mais pourquoi parler de notre historique? Par exemple, des structures qui ont plus de 50 ans, qui se sont basées sur des histoires fortes, socialement fortes. Pourquoi en parler de toute façon si la personne ne reste pas, ou pourquoi en parler de toute façon c'est pas le moment, elle doit se concentrer sur autre chose, alors que je pense qu'on peut vraiment travailler sur la fierté d'appartenance et qui peut vraiment favoriser cette période et de garder les personnes. Tout à fait. Tu voulais... Non, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a presque une question de retour sur investissement. Les structures se disent si j'investis du temps, si j'investis un budget, je veux que les personnes à terme restent, ce qui est logique. Hein. Mais là, effectivement, ça rejoint ce que disaient Fiona et Juliette. C'est est-ce qu'on ne fait plus rien parce que il n'y a rien à faire puisque de toute manière les personnes partent, ou alors si on est dans ces secteurs d'activité et on y est pour un moment, et plus ça ira, et plus de toute manière dans la société on en a besoin. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et oui, au vu de l'expérimentation, on s'aperçoit quand même que plus il y a un parcours d'intégration construit, structuré, mis en place, plus les personnes se projettent et s'identifient à la structure et se projettent dans l'avenir sur le métier et sur le secteur. Donc oui, effectivement, l'échantillon n'est peut-être pas représentatif puisque ça ne représente pas 250 ou 300 personnes, mais il faudrait peut-être revoir dans ce cas-là notre projet aussi. Mais voilà, donc c'est suffisant en tout cas pour donner cette confirmation. Ok. Bon, je vous remercie d'avoir répondu aux questions. Donc, le webinaire arrive à sa fin dans les temps qui étaient impartis. Et donc, ce qu'on vous propose, voilà, donc on a remis nos coordonnées respectives si jamais vous avez envie donc, de reprendre contact, d'aller plus loin, de poser des questions directes peut-être à chacune d'entre nous. Et vous précisez donc également sur la suite de ce webinaire, donc tout a été enregistré, donc on va récupérer l'enregistrement et il sera disponible en ligne, certainement sur une chaîne YouTube ou peut-être une autre modalité, mais ce qui est certain, c'est que nous avons tous toutes vos adresses mail et donc nous allons vous tenir informés donc, de la manière dont vous pourrez revoir ce webinaire. Nous allons également vous envoyer la présentation, donc le diaporama PowerPoint de ce matin, puisque nous n'avons pas pu l'intégrer dans les outils à télécharger, mais en tout cas, vous l'aurez à disposition, tout comme la trame de parcours d'intégration. Et nous sommes en train, donc, comme je vous le disais plus tôt, de produire un guide qui sera donc bientôt disponible et qui sera également à votre disposition et qui reprend donc tous les éléments que nous avons présentés aujourd'hui. Voilà, et bien, je vous remercie et nous vous remercions pour votre attention. Merci d'avoir participé et certainement à très bientôt et bon appétit. À bientôt. À bientôt. Bah écoute, le timing.